Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Les événements s'accélèrent en Tunisie, énorme émotion populaire et crise politique ce soir. Après l'assassinat de Chokri Belaïd, une figure de l'opposition tunisienne abattue devant son domicile. Ses partisans pointent directement du doigt le parti Ennahda et son chef Rached Ghannouchi. Situation explosive, contraignant ce soir. Le Premier ministre islamiste Hamadi Djebali a formé un nouveau gouvernement. La Tunisie bascule dans l'incertitude. Notre invité ce soir, c'est l'ambassadeur de Tunisie en France, Adel Fekki, tout à l'heure. Alors avec cette situation en Tunisie, avec les violences en Égypte, avec la prolifération des armes en Libye et l'intervention militaire au Mali, l'instabilité de la région est extrême. Comment l'Europe réagit, si elle réagit, face à ces bouleversements à quelques heures de vol des grandes capitales européennes? Nous en parlons ce soir avec notre club d'éditorialistes. Nous évoquerons aussi le sommet de Bruxelles qui s'ouvrira demain et les chances de compromis sur le budget. Elles sont minces, il est vrai, mais pas inexistantes, vous le verrez. Et puis adoption ce soir du contrat de génération par le Sénat. Cette promesse de campagne de François Hollande doit permettre de favoriser l'embauche de jeunes en CDI tout en maintenant des seniors dans l'emploi. Objectif annoncé par le ministre du Travail, Michel Sapin, créer 500 000 contrats de génération pour un coût de 900 millions d'euros dès la 3e année. Tous les détails dans le tour de l'info tout à l'heure. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. J'accuse directement et j'accuse clairement l'équipe qui gouverne Ennahda. Ce sont là les mots de l'épouse de Chokri Belaïd, sans détour. La veuve de l'opposant tunisien pointe du doigt le chef Rached Ghannouchi. Le parti au pouvoir se défend et évoque quant à lui une attaque terroriste. Énorme émotion populaire dans une Tunisie sous le choc et la colère. On voit tout cela avec Simon Barbary. Comme un symbole. À Sidi Bouzid, la ville qui a vu naître la révolution de Jasmin, une foule en colère tente d'envahir le siège de la police. Chokri Belaïd, figure de l'opposition tunisienne, a été assassiné en bas de chez lui ce matin. Barricades, tirs de lacrymogènes, Tunis était cet après-midi le théâtre d'affrontements entre la foule et les forces de l'ordre. Vous êtes devant une responsabilité historique. Le peuple tunisien est devant une responsabilité historique. Il ne faut pas seulement manifester pour un quart d'heure et pleurer sur les ruines. Nous exigeons une rébellion civile complète. Pour les proches de Chokri Belaïd, il n'y a aucun doute. Ce sont les islamistes du parti au pouvoir Ennahda qui sont à l'origine de cette exécution. Il recevait toujours des menaces. On n'a pas arrêté d'informer le ministère de l'Intérieur et personne ne bouge. Qu'est-ce que vous voulez? Les menaces venaient directement du parti de Ennahda. Moi, j'accuse directement, clairement, l'équipe qui gouverne. Des accusations réfutées par le Premier ministre tunisien Hamadi Djebali, membre du parti Ennahda. Il dénonce aujourd'hui un acte terroriste contre toute la Tunisie. À Strasbourg, devant le Parlement européen, le président tunisien Monsef Marzouki affiche sa détermination contre les auteurs de cet assassinat politique. Et aujourd'hui, cet odieux assassinat d'un leader politique que je connais bien, qui a été pour moi un ami de longue date, Chokri Belaïd, cet assassinat politique aujourd'hui même, sachant qu'aujourd'hui j'allais m'adresser à vous, c'est une menace, c'est une lettre envoyée mais qui ne sera pas reçue. Nous refusons cette lettre, nous refusons ce message et nous continuerons d'abord à démasquer les ennemis de la révolution. La mort de Chokri Belaïd plonge la Tunisie dans une crise politique. Ce soir, le Premier ministre annonce la dissolution du gouvernement et la formation d'un cabinet d'union nationale. Et j'ajoute qu'un policier a été tué tout à l'heure dans les affrontements avec les manifestants à Tunis. Alors hier encore, Chokri Belaïd évoquait à la télévision les menaces qui pesaient sur lui et sur ses partisans du mouvement démocrate et patriote. C'est une figure de l'opposition qui a été assassinée ce matin à Tunis, avocat de formation. Il n'a eu de cesse de dénoncer les actes de violence orchestrés, disait-il, par le parti islamiste. C'était aussi un symbole, vous allez le voir, de la lutte pour la liberté et les droits des Tunisiens. Son portrait par Julie Hulin. Farouche opposant aux islamistes, Chokri Belaïd n'avait pas attendu la révolution pour faire entendre sa voix. Avant de se lancer dans la politique, il était un avocat, ténor du barreau de Tunis et ardent défenseur des droits de l'homme. Un homme au franc-parler qui avait souvent plaidé dans les procès politiques au point d'être emprisonné sous les régimes de Ben Ali et de son prédécesseur. La révolution tunisienne de l'été 2012 l'a projeté sur le devant de la scène. Figure de l'opposition, fondateur du Front populaire, une alliance de gauche axée sur le droit des citoyens et des salariés.
En novembre 2012, il avait pris la tête de manifestations sociales s'attirant les critiques du gouvernement. Ces derniers mois, Chokri Belaïd avait pointé du doigt la violence politique. À plusieurs reprises, il avait reçu des menaces de mort. Hier soir encore, sur un plateau de télévision, il dénonçait la création de milices pour, disait-il, terroriser les citoyens et entraîner le pays dans une spirale de violence. Si son assassinat n'a pas été revendiqué, il pourrait faire basculer le pays dans un mouvement de relance révolutionnaire. Et il y a eu de très nombreuses réactions politiques en France et à l'étranger. François Hollande condamne avec la plus grande fermeté cet assassinat. Le président français fait également part de sa préoccupation face, dit-il, à la montée des violences politiques dans le pays. Les États-Unis dénoncent ce soir un assassinat odieux et lâche et exhortent le gouvernement à mener une enquête transparente. Et ce sentiment de colère des Tunisiens s'est immédiatement propagé au sein de la communauté tunisienne en France. Beaucoup d'entre eux se sont réunis ce soir à Marseille ou encore à Paris, comme vous le voyez sur ces images, pour exprimer leur inquiétude après cet assassinat. On va écouter la réaction d'un militant de gauche. Aujourd'hui, ça reflète le climat qui règne en Tunisie. D'un côté, il y a une révolution inachevée, il y a des revendications qui ne sont pas satisfaites. Le gouvernement en place, le parti islamiste Ennahda à la tête de ce gouvernement qui ont tourné clairement le dos aux revendications du peuple tunisien, aujourd'hui laisse ces milices agir justement pour faire taire les opposants, pour aussi détourner le peuple tunisien de ses vrais problèmes et le plonger dans une violence aveugle. Et cette onde de choc en Tunisie et l'émotion populaire a provoqué ce soir une crise politique contraignant le Premier ministre tunisien Hamadi Djebali du parti Ennahda a annoncé la dissolution du gouvernement tout à l'heure. Un gouvernement apolitique devrait être en charge des affaires courantes du pays, mais pour l'instant, pas d'éléments sur le calendrier ni la composition de ce gouvernement. Mais le Premier ministre affirme qu'il reste le chef. Tous les détails avec Sophie Normand. Le Premier ministre tunisien dit avoir mûri cette décision il y a quelque temps déjà. L'assassinat de l'opposant Chokri Belaïd et les nombreuses manifestations qui ont suivi auraient accéléré sa prise de position. L'islamiste Hamadi Djebali va donc former un gouvernement de technocrates sans appartenance politique, un gouvernement aux contours pour l'instant très flous. Si l'homme compte garder la tête de ce nouveau cabinet, la composition de celui-ci reste inconnue, comme le calendrier de refonte de ce même gouvernement. On sait en revanche qu'il aura un mandat limité à la gestion des affaires courantes du pays jusqu'à la tenue de nouvelles élections, lesquelles ne pourront pas avoir lieu avant l'adoption d'une constitution dont la rédaction est dans l'impasse depuis des mois. La confirmation de ce nouveau gouvernement revient à l'Assemblée nationale constituante, une tâche difficile. Depuis des mois, la coalition formée de laïcs de gauche et d'islamistes peine à trouver des compromis. Et notre invité ce soir, c'est l'ambassadeur de Tunisie en France, Adel Fekki. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, merci d'être avec nous ce soir. Tout d'abord, votre réaction à cette décision du Premier ministre de former un nouveau gouvernement d'union nationale, dit-il. Est-ce que ça va suffire à apaiser la colère et l'immense émotion populaire que l'on a vue dans ces sujets en Tunisie? Je pense que c'est un premier pas. La décision est courageuse, parce que je pense que c'est une décision qu'il a prise pratiquement seul et qui n'est pas sans conséquence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il va devoir, je pense, composer son propre gouvernement et, au-delà des partis, trouver les voies qu'il faut pour qu'il soit voté, c'est-à-dire pour qu'il soit accepté par le Parlement. Quand vous dites pratiquement seul, ça veut dire qu'il n'a pas averti ces autres partis qui sont en coalition dans ce gouvernement? Je ne pense pas, sauf s'il l'a fait vraiment en dernière minute. Mais à ma connaissance, jusqu'à ce matin, la question n'était pas posée. Alors le Premier ministre précise ce soir que ce sera un nouveau gouvernement apolitique, des technocrates, dit-il, mais dans ce contexte explosif où un faisceau, il faut bien le dire, de soupçons converge vers le parti Ennahda. Vous pensez qu'il y aura beaucoup d'hommes et de femmes qui vont accepter de travailler sous l'autorité de ce gouvernement, de collaborer, j'allais dire? Je pense que si les conditions sont claires d'adhésion à ce gouvernement, si les responsabilités aussi sont claires, il y aura beaucoup de patriotes tunisiens qui vont s'engager dans cette phase de transition, encore une, mais qui va nous mener jusqu'aux prochaines élections. Ceci a été réclamé par beaucoup de partis d'opposition, surtout, et au sein de la Troïka aussi. Il y avait un besoin aussi de plus d'indépendance. Vous êtes soulagé ce soir finalement de la démission, puisque c'est le gouvernement qui est démis du ministre de l'Intérieur. Il était
beaucoup visés. Il y a un certain nombre de ministres qui étaient visés, surtout régaliens. La question était là. Beaucoup de partis qui acceptaient aussi d'intégrer le gouvernement, lorsqu'on parlait ces 2 derniers mois d'un remaniement, avaient posé ces conditions, c'est-à-dire les ministères régaliens qui sortent bien sûr de la gouvernance de Paranava, pour la simple raison, c'est que ces ministères comme ceux de la justice, des affaires étrangères et de l'intérieur sont quand même assez délicats parce qu'ils font partie de cette transition démocratique, de cette phase de la justice transitionnelle, c'est-à-dire comment passer à une justice qui était asservie à une dictature à une justice républicaine ou une police républicaine. Alors on l'a dit, Chokri Belaïd est une figure de l'opposition. Il n'a cessé de dénoncer l'inaction et l'inefficacité du gouvernement avec Ennahda. Il a aussi évoqué les menaces qui pesaient sur lui en provenance de ce parti. À qui profite le crime? Bonne question, ça dépendra aussi des décisions politiques qui vont être prises aujourd'hui, demain, dans les jours qui viennent. C'est-à-dire si les politiques ne comprennent pas aujourd'hui qu'il y a une unité nationale qu'il faudrait sauvegarder et même crier et renforcer, le crime peut profiter aux extrêmes. Mais si dans le cas contraire, et comme on l'a vu avec l'annonce du Premier ministre, les politiques sont responsables et mettent les intérêts de l'État et du peuple tunisien avant toute pensée partisane, là, on a des chances de passer à autre chose, à une autre vitesse, à plus de sérénité, au moins au niveau de la classe politique. La sérénité ce soir, vous avez parlé des extrêmes. Est-ce que selon vous, il y a des minorités armées qui ont intérêt à déstabiliser le pays? Le gouvernement les connaît-il? Et dans ce cas-là, pourquoi il ne les réprime pas? Je pense qu'il y a des choses qu'on est en train de découvrir au fur et à mesure, c'est-à-dire nos frontières sont plutôt bien gardées, mais elles ne le sont pas toujours. Donc il y a des infiltrations qui viennent de l'extérieur, des armes qui peuvent provenir aussi de pays voisins. On est en train de voir que aussi la guerre au Mali et dans le Sahel n'est pas et ne sera pas évidente aussi pour nous à ce niveau-là. Donc est-ce que ces groupes-là vont se faire entendre beaucoup plus en Tunisie? Et est-ce que la police sera capable justement d'apporter une réponse efficace, et l'armée aussi, une réponse efficace? Je pense que oui, progressivement. On est en train de voir une meilleure coordination des forces de l'ordre et surtout au niveau régional. Pourtant, les Tunisiens se plaignent de cette insécurité constante. Il y a eu quand même beaucoup d'événements et de nouvelles inquiétantes ces derniers temps. Attaque de l'ambassade américaine, incendie du mausolée de Sidi Bou Saïd, des forces spéciales blessées à Kasserine, d'ailleurs avec des djihadistes. Ce sont là aussi les conséquences de l'intervention au Mali. Il y a une menace à la vie djihadiste aujourd'hui en Tunisie? Je pense qu'il y a une menace qui proviendrait, encore une fois, de l'instabilité au niveau de la Libye et du Sahel. Est-ce qu'aujourd'hui, l'agenda de ces groupes armés, c'est de déstabiliser la Tunisie? Certainement. C'est-à-dire le chaos profite à ces groupes extrémistes. Donc je pense qu'ils vont tenter de plus en plus d'agir dans ce sens. Alors il y a la situation politique, sécuritaire et puis la situation économique inquiétante pour le pays. Et tout cela aggrave bien sûr la situation et inquiète les investisseurs et les touristes, alors que les Tunisiens veulent de l'emploi et du travail tout d'abord. Effectivement, il y a une grande déception de ces jeunes, surtout qui sont sortis au mois de décembre 2010 et janvier, et auxquels on n'a pas apporté des réponses concrètes. Aujourd'hui, le chômage est encore très élevé et il atteint beaucoup les jeunes diplômés en plus et de l'intérieur du pays. Donc ces zones-là sont encore dans la contestation, ce qui ne facilite pas les choses pour canaliser les investissements vers eux. Donc on est un petit peu dans cette spirale où l'instabilité ne favorise pas l'investissement et où l'investissement favorise l'instabilité. Qu'est-ce que vous attendez des pays occidentaux et notamment de la France sur ce point-là justement? La France déjà apporte de l'aide. Nous avons demandé, au-delà de l'aide de l'AFD, une partie de notre dette qu'elle soit reconvertie en projet d'investissement. Vous avez eu la réponse? Sur le principe, oui, c'est-à-dire les services travail. Le concret, ça tarde à venir. Je pense que ça viendra avec la visite du président Hollande en Tunisie. Au mois de mai prochain. Voilà. Et on est en train d'y travailler ensemble. Donc ça, il y a du concret. De l'autre, c'est aussi la restitution des biens mal acquis du président et de sa famille, du président déchu et de sa famille. Donc là aussi, bon, c'est des procédures judiciaires qui prennent du temps, mais on voudrait que ça soit accéléré au mieux pour que le peuple tunisien puisse récupérer ses biens. Bien sûr. On a parlé des heurts
aujourd'hui? On a parlé de l'émotion populaire, on a parlé de la crise politique. Vers quoi est en train de basculer la Tunisie ce soir? On entend qu'elle est en train de basculer dans le chaos, dans l'incertitude, selon vous? Je ne pense pas, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas l'institution garante aujourd'hui de la stabilité politique et l'Assemblée constituante qui a été élue par le peuple. Vous allez dire la société civile, véritable rempart. Elle est un contrepoids, effectivement. Et aujourd'hui, on l'a vu à travers la mobilisation de la société civile ces dernières semaines, et aujourd'hui encore plus, qu'elle joue un grand rôle. Et effectivement, sauf qu'aujourd'hui, quand on parle d'instabilité politique, il faut aussi regarder les institutions de l'État. Est-ce qu'elles sont préservées, renforcées dans cette phase qui est critique, qui est celle de la transition? Et là, dans ce sens-là, je pense qu'il y a des choses qui peuvent être encore faites, mais qui va garantir cette stabilité et ne pas sombrer justement dans le chaos. Deuxième facteur qui est important, c'est le mode de gouvernance qui a été adopté, c'est-à-dire de travailler en coalition, d'être plus dans la concertation, l'écriture de la Constitution qui est en train de se faire sur la base d'un consensus le plus large possible. Ça, c'est des indicateurs de bonne santé démocratique, au moins de débat. Donc il n'y a pas l'imposition par un parti qui est dominant à la minorité. Est-ce qu'on peut encore employer le terme de printemps arabe? Parce qu'il est vraiment malvenu. Non, je pense qu'il est lent, qu'il prendra du temps, mais le printemps est là, dans le sens où il y a un avant 14 janvier et un après. Et je suis très convaincu que l'après 14 janvier est bien meilleur que l'avant. Sauf qu'une révolution, ça vit, et voilà, et on ne peut pas, peut-être que des fois avec quelques à-coups, mais il faut regarder la chose dans un contexte historique, c'est-à-dire se dire sur 2 ans, sur 3 ans, où on était, où est-ce qu'on va. Aujourd'hui, il y a des acquis quand même indéniables qui sont la liberté d'expression et l'implication, comme vous avez dit tout à l'heure, de la société civile. Et les Tunisiens sont très vigilants et ils le resteront, c'est ce que vous nous dites ce soir. Oui. Merci beaucoup, Fadel Fiti. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. La suite du 22h est retour en France à présent pour parler d'autre chose. Le Parlement continue de débattre, vous le savez, du mariage pour tous à l'heure de la guerre de tranchées à l'Assemblée nationale. Le Sénat poursuit quant à lui ses auditions. 2e journée au cours de laquelle la question de l'adoption a été abordée par opposants et partisans. Tous les détails avec Nathalie Guilloire. On parle de bouleversement de la famille, de bouleversement de la filiation sociale avec le projet du mariage pour tous. Au Sénat, auditionné aujourd'hui, le porte-parole de la LGBT ne parle lui que de droits supplémentaires pour les couples de même sexe. Il ne s'agit pas de supprimer la filiation biologique, si je puis dire, mais simplement d'ouvrir l'adoption à des couples homosexuels et d'ouvrir le mariage à des couples homosexuels. Donc les conséquences et les incidences pour demain seront nulles pour les couples hétérosexuels et pour les familles hétéroparentales existantes. Le besoin de légiférer sur les familles homoparentales est important pour cette délégation, car au quotidien, ces couples peuvent rencontrer des situations complexes, comme l'accès au dossier médical de l'enfant. On va demander à la personne qui prend connaissance, et vous êtes de la famille, madame? Si vous répondez oui, et qu'on insiste un peu, et qu'on s'aperçoit que non, légalement, vous n'en êtes pas, puisque vous n'êtes pas la mère. Mais la mère a déjà appelé. Oui, mais je suis la deuxième mère. La deuxième mère. Et on ne vous donne pas accès aux informations. C'est aussi bête que ça. L'association La Voix de l'Enfant est quant à elle réservée sur la question de l'adoption. Ni pour ni contre, elle considère surtout que depuis le début des débats, l'enfant est mis de côté. Aujourd'hui, on a l'impression que l'on a un texte et que demain, on va parler de la famille et qu'après-demain, on va parler de la bioéthique et donc de la PMA. Donc on a de nouveau saucissonné l'enfant et La Voix de l'Enfant demande qu'on reprenne l'enfant dans sa globalité et qu'on le remette au cœur du débat. Plus que le mariage pour tous, c'est surtout la question de l'adoption qui fait débat. Demain, c'est au tour des associations familiales d'être auditionnées par le Sénat. Et la suite du 22h avec tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. Regardez, c'est le tour de l'info préparé ce soir par Cécile Sixou. Promesse de campagne pour l'emploi de François Hollande, le contrat de génération a été adopté ce soir au Sénat. Voté par une majorité de gauche, le texte prévoit d'accorder 4 000 € aux entreprises de moins de 300 salariés pour l'embauche d'un jeune de moins de 26 ans et le maintien en parallèle d'un salarié de plus de 57 ans.
Rebelote, le texte sur la tarification progressive de l'énergie continue son parcours chaotique après son nouveau rejet aujourd'hui par la Commission des affaires économiques du Sénat. En octobre déjà, au Palais du Luxembourg, droite et communistes hostiles à cette proposition de loi y avaient fait barrage. Le gouvernement a donc proposé un texte profondément remanié. Voté à l'Assemblée le 18 janvier dernier, il sera visiblement de nouveau rejeté au Sénat le 13 février. Mais cette fois, les députés auront le dernier mot. Avec 5 offres de reprise pour Petroplus, la direction du groupe n'en attendait pas autant hier. Pourtant aujourd'hui, elle déchante, car en l'état, aucune n'est recevable, pas assez crédible financièrement selon elle. Il n'y a pas à ce jour de dossier qui soit complet, qui soit en l'état pour être présenté au tribunal. Donc les administrateurs judiciaires ont pris acte de cette situation. Pour l'entourage d'Arnaud Montebourg, ces offres sont logiquement irrecevables pour le moment car pas finalisées. Les repreneurs ont donc jusqu'au 16 avril pour revoir leur copie. En attendant, le groupe a lancé des procédures de consultation pour un plan de sauvegarde de l'emploi. Il est sûr de lui, Jérôme Cahuzac, le document transmis par la Suisse à la France prouvera bien qu'il n'a pas ouvert de compte en Suisse, contrairement à ce qu'affirme Mediapart. J'ai su par mes avocats qu'une réponse avait été apportée à toutes les questions posées par l'administration fiscale à la Suisse. Comme moi je connais la vérité, je n'ai aucun doute quant à la nature de la réponse qui a été apportée. Une enquête a été ouverte en janvier suite aux accusations de Mediapart, soutenant que le ministre avait longtemps disposé d'un compte en Suisse. La France prépare son retrait du Mali. Après avoir annoncé ce matin que le contingent partirait dès le mois de mars, le gouvernement a demandé à l'ONU de préparer la force de maintien de la paix. Sur le plan politique, le gouvernement malien et l'Assemblée malienne ont adopté une feuille de route qui s'engage à aller vers des élections avant l'été, mais qui doivent faire préfacer ces élections par un dialogue. 4000 soldats français sont actuellement déployés au Mali. Depuis le début du conflit, plusieurs centaines d'islamistes ont été tués. Côté français, le bilan est d'un mort et de 2 ou 3 blessés. Et notre club d'éditorialistes avec nos invités ce soir, je vous les présente avec plaisir. Bruno Dive, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, vous êtes éditorialiste à Sud-Ouest. Merci d'être avec nous. Avec nous également ce soir, Martine Gozlan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes grand reporter à Marianne, auteur du livre Maghreb, les révolutions trahies aux éditions L'Archipel. Avec nous également notre chroniqueur Jean-Louis Gombaud. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Et notre dessinateur fidèle Hervé Baudry. Bonsoir Hervé. Bonsoir Sonia. Merci d'être Bonsoir là. à tous. Alors messieurs, madame, Martine Gozlan d'abord, colère, honte de choc. La Tunisie est bouleversée par l'assassinat d'un leader de l'opposition, Chokri Belaïd, avocat de formation. Des violences, on l'a dit, ont éclaté dans tout le pays pour dénoncer ce crime. Il y aura un avant et un après. Un cap a été franchi aujourd'hui. Oui, bien sûr. Parce que Chokri Belaïd, c'est l'incarnation de ces personnalités patriotes et démocrates arabes, le nom de son parti le disait, qui sont constamment depuis des années, depuis 2 décennies, je pourrais dire, puisque j'avais couvert la décennie sanglante en Algérie, assassinés par les islamistes. Et il y aura un avant et un après. Pourquoi? Parce que ce meurtre constitue le point culminant d'une longue série de violences. Une longue série de violences contre toute la société civile, contre les femmes, contre les artistes, contre les universitaires, le procès d'Habib Kazdagli, le doyen de la faculté de la Manouba, contre les syndicalistes, contre les politiques. Il y a eu des menaces de mort contre Chokri Belaïd, il en parlait la veille de son assassinat. Il y a des menaces de mort contre Béji Caïd Essebsi, qui fut le Premier ministre de la transition post-révolutionnaire et qui est le fondateur du parti Nida Tunis. Il faut rappeler aujourd'hui que Chokri Belaïd était l'un des hommes qui pouvait fédérer l'opposition. Et il y avait dans une Tunisie déstabilisée, malheureuse, et qui est maintenant déprise d'Ennahda, en voie de délégitimation, il y a une alternative de l'opposition à l'islamisme. On va en parler. Vous avez fait tout à l'heure une comparaison. Oui. Vous faites un parallèle avec les années noires algériennes? On peut... Ce que je constate, on ne peut pas faire la comparaison avec l'Algérie puisque
La Tunisie n'a pas d'armée ou une armée très faible. Et donc, il ne peut pas y avoir de réaction comme il y en a eu une en Algérie. Mais ce que je constate, c'est que c'est la société civile et c'est l'opposition politique qui prend à chaque fois, qui est ciblée par l'islamisme. Il dénonçait l'islamisme. Il le voyait comme un véritable totalitarisme. Il y a une crise, j'entendais tout à l'heure, j'écoutais monsieur l'ambassadeur de Tunisie. J'aurais été ravie, son discours est parfait, mais ça ne correspond absolument pas aux images qui défilaient sur l'écran en même temps. C'est-à-dire que c'est une duperie totale. Monsieur l'ambassadeur il est membre d'un parti qui réclamait justement une plus juste répartition des charges au sein du cabinet. Donc il y a une concentration des pouvoirs entre les mains d'Enarda. Le gouvernement est dissolu, Oui. nouveau gouvernement, donc on le verra avec des technocrates et donc apolitique. Donc on va voir ce que va donner aussi ce nouveau gouvernement. Je viens de m'entretenir avec quelques hautes figures de la Révolution, là, très brièvement au téléphone. On n'y croit pas. Ils n'y croient pas. Ils ne croient pas à un gouvernement de technocrates. C'est trop tard. Le peuple crie. Enarda tyrannise le peuple. Voilà. Alors Bruno Dive, on a l'impression d'une lente et inexorable plongée du pays qui s'enfonce dans des eaux troubles. Est-ce qu'on a minimisé tous, médias, politiques, la réalité de la situation en Tunisie et ses dangers? On entendait encore hier François Hollande à Strasbourg qui soulignait l'exemple de la Tunisie, un des exemples de l'aboutissement du printemps arabe. Justement, on est maintenant 2 ans après le printemps arabe et il faut bien constater que ce printemps est très assombri puisque après l'Égypte, les 2 pays pionniers aujourd'hui sont déstabilisés, il faut bien le dire. L'Égypte depuis un petit moment avec des émeutes et un président Morsi islamiste lui aussi très affaibli. Et puis maintenant la Tunisie qui en effet pouvait apparaître vue de loin, parce que moi je ne suis pas un spécialiste de ces pays, mais pouvait apparaître comme une espèce d'oasis relativement préservée malgré la forte présence d'Ennahda en effet au pouvoir et les salafistes. Voilà, aujourd'hui on constate que il n'en est rien. Et moi j'avais eu l'occasion de discuter en accompagnant Laurent Fabius au mois de novembre dernier en Égypte. C'était avant que la situation ne se dégrade. On avait discuté avec des opposants, des ministres qui avaient assuré la période de transition et qui nous disaient mais tout ça n'est pas fini, c'est une révolution, ce sont des révolutions comme chez vous, comme la Révolution française, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va se prolonger par à coup avec des soubresauts. Et bon, et c'est plutôt inquiétant parce que la Révolution française, on sait que ça c'est pas très bien terminé. Ça c'est sûr. Martine. Non, mais on assiste à la fin d'un cycle, le point culminant d'une tragédie, d'un cycle de violence, parce que c'était pas une oasis de paix. Hein, on a rappelé la longue série. Oui, non, mais c'était pas du tout une oasis de paix. Et même vu de Paris, pour les Tunisiens d'ici, ils étaient dévastés par ce qui était en train de se passer et ce qui était en train de se passer. Mais aujourd'hui, il y a effectivement ouverture d'un nouveau cycle. Ouverture d'un nouveau cycle, puisque les Tunisiens disent carrément, on appelait à une seconde révolution. Oui, mais malheureusement, Martine Gousselin, ou heureusement, il y a eu des élections. Il y a eu des élections. Oui, il y a eu des élections, mais il y a eu... Non, mais attendez, il y a une sorte... Il y aura de nouvelles élections. Oui, il y aura de nouvelles élections, mais elles ont sans arrêt été différées. Ce n'est que ce soir que Enarda, terrifié de se sentir mis par la rue dans la position de Ben Ali, consent à lâcher du lest et dit qu'il fera un gouvernement de technocrates sur lesquels beaucoup de grandes figures sont sceptiques et qui annonce effectivement des élections dans un futur pas trop lointain. Mais il y a une sorte d'erreur sémantique. Le scrutin, ben oui, les élections se sont tenues, elles ont été gagnées, mais d'abord il y a eu une forte abstention, et ensuite il y a une levée en masse depuis plus d'1 an je le répète, d'une opposition à l'islamisme. Et c'est cette opposition qui est sans arrêt décrétée contre-révolutionnaire, alors que c'est une opposition démocratique. Où est l'islamisme modéré et démocratique dont on nous a tellement entretenu? Il y a la situation politique, on l'a dit aujourd'hui, il y a aussi la situation économique, il faut en parler, c'est très important pour l'emploi, pour les investissements. Jean-Louis Gombault, on parle d'un pays au bord de la faillite avec des investisseurs, on l'imagine, qui sont inquiets et même plus. Je dirais simplement que si on ne résout pas ce problème-là, il n'y a aucune solution nulle part. Parce qu'on a l'impression qu'on rentre plutôt dans l'automne arabe aujourd'hui, en fin de compte, de ce qui se passe aujourd'hui. Parce que si cette révolution arabe
c'est fait sur quel principe? Je suis moins spécialiste que Bruno, qui lui-même est moins spécialiste que Martine, mais sur un principe simplement de la liberté de parole, de la démocratie, d'une espèce de fraternité un peu théorique, qui était concentrée surtout dans les zones urbaines principalement, mais sur les questions économiques, rien de neuf, rien de nouveau, aucune perspective, aucune vision de ce que peut être l'Égypte, ou même la Tunisie dans le bassin méditerranéen. Si on ne résout pas ces questions-là, il n'y a pas de solution proprement politique. Ça n'existe pas, c'est pas possible. Je voudrais simplement revenir sur, pour illustrer ce que vous dites très bien, sur des émeutes graves qui se sont déroulées dans le bassin minier de Gafsa récemment. Or, Gafsa a toujours été une zone insurrectionnelle, précisément en raison des passe-droits qui étaient florissants sous Ben Ali. Or, les mêmes passe-droits s'étant reproduits dans le bassin minier de Gafsa, avec des nominations effectuées par le gouvernement islamiste. Les mêmes effets. Oui, exactement. Exactement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les Tunisiens assimilent Ennahda à la dictature. Mais quels sont les rapports maintenant de la France avec les islamistes au pouvoir en Tunisie et les frères musulmans à la tête de l'Égypte quand ces deux pays ont exprimé leurs réserves par rapport à l'intervention française au Mali? La France n'a rien dit, Bruno Dive. Est-ce que la France a encore des partenaires? La France n'a rien dit. Il y a eu une visite du président Morsi qui a été tout de même annulée au dernier moment. Je crois que c'était le 1er février dernier, il n'y a pas si longtemps, parce qu'il avait critiqué la situation, enfin l'intervention française au Mali. Avec la Tunisie, bon, c'est un peu différent. C'est tout de même un président qui n'est pas un islamiste, donc je pense que les relations sont meilleures. Mais on voit bien que François Hollande, je crois que sa visite est annoncée au mois de mai. Enfin, il ne se précipite pas pour aller en Tunisie tout de même. Depuis, il attendait sans doute que la situation soit stabilisée. Il risque peut-être d'attendre encore longtemps. Peut-être faut-il conforter le pouvoir, en tout cas la fraction non islamiste du pouvoir. Mais moi, si j'ai un pronostic à faire, et encore une fois, je ne suis pas très spécialisé dans ces sujets, je pense qu'il va y avoir tout de même une prise de distance dans la logique de l'intervention malienne. Il va y avoir une prise de distance avec tous les pouvoirs islamistes ou crypto-islamistes. Oui, je crois qu'il n'y a pas à être tellement spécialiste. Il y a à être fraternel avec des femmes et des hommes qui sont aujourd'hui menacés par une nouvelle forme de dictature. Et je crois que c'est le rôle de la France, bien sûr, de le rappeler. D'ailleurs, le président Hollande, évidemment, s'est exprimé sur cet attentat. Le condamnant fermement, évidemment. Beaucoup de réactions politiques dans le monde. Vous ne pouvez pas dire moins, tout de même, que de condamner fermement. Il y a eu une sorte de dénégation constante en France pendant très longtemps de l'emprise des islamistes sur la société, c'est vrai. Oui. Et bien maintenant, il est temps de manifester une solidarité. Et une vigilance accrue. Je parle en tant que journaliste de Marianne, qui n'a jamais caché son inquiétude face à ce que l'islamisme pouvait représenter pour les libertés. On parle de la France et l'Europe, sur tous ces sujets d'ailleurs, la Tunisie, le Mali, la Libye, où il y a une prolifération des armes, l'Égypte, on est dans une guérilla urbaine. Où est la voix de l'Europe, Bruno Dive? Comme d'habitude, on l'entend pas, voilà, on l'attend, j'allais dire. On l'attend pour l'intervention au Mali, et évidemment, on l'attend pour ce genre de réaction, mais c'est tout à fait le genre de sujet sur lesquels l'Europe devrait être présente, en effet, pour Hier à Strasbourg, le président François Hollande a appelé de ses voeux cette Europe de la défense, ça reste un vœu. Une ligne. Oui, c'était une ligne ou deux. Pour la Tunisie, c'est pas l'Europe de la défense, c'est plutôt une aide économique qui viendrait d'accorder, peut-être plus coordonnée, à condition que ce soit un pouvoir présentable, évidemment. Ça commencerait par une politique étrangère européenne. Parce que, en fait, quand on parle de l'Europe de la défense, ça suppose comme préalable une politique... Oui, la défense est au service d'une politique étrangère. Or, cette politique étrangère n'est définie par personne, bien qu'il y ait au sein du Conseil quelqu'un qui en est responsable. Et tant qu'on n'aura pas dressé des grandes lignes d'une politique étrangère commune, on ne peut pas faire une Europe de la défense. Nous allons parler de l'Europe de la défense. On va parler dans un instant de l'Europe économique. Martine Gozlan, je voudrais qu'on termine quand même avec un mot sur la Tunisie. Avenir. On entend ici et là que la Tunisie bascule dans le chaos, dans l'incertitude, qu'il y a eu un avant et un après. De quoi demain sera fait pour les Tunisiens et en Tunisie?
Mais je crois qu'on ne peut pas être totalement pessimiste, même au soir de ce drame. Et je pense à la famille de Chokri Belaïd, je pense à sa femme, je pense, en regardant son visage ce soir, je revoyais le visage des femmes algériennes, de cette douleur, cette sorte d'intériorisation de la souffrance et de l'assassinat politique de l'être cher. Je revoyais tout cela. Et pourtant, en Tunisie, je voudrais vraiment répéter qu'il y a des forces d'espoir. Si tu tombes, un autre sort de l'ombre. C'est cela aussi, parce que la Tunisie est le pays arabe qui a quand même les garde-fous et une histoire, une tradition des libertés, une tradition des lumières. On va retenir cette note d'espoir et je vous remercie de l'avoir rappelé. Merci beaucoup Martine Gulson. Merci à vous. On va continuer à présent à parler de l'Europe économique alors que François Hollande et Angela Merkel assistent ce soir au match amical France-Allemagne. Les deux chefs de l'État doivent en profiter pour accorder leur violon sur le budget 2014-2020 de l'Union européenne. Un nouveau sommet européen débute en effet demain. Les représentants européens tenteront à nouveau de trouver un accord sur ce budget en discussion depuis des mois après l'échec de la dernière concertation au mois de novembre. Alors, Jean-Louis Gombault, ce sommet demain, on parle de négociations très difficiles, d'un budget contraignant. Il n'y a aucune chance d'arriver à un compromis? On ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir. Le mot très difficile me paraît le plus adapté. C'est le mot qui a été employé par Mme Merkel et par M. Hollande. Peut-être qu'à la mi-temps du match, ils vont trouver une solution, on en doute. Rappelons quand même quelques faits. Au départ, la Commission européenne présente un budget pour les 7 prochaines années à partir de 2014 à peu près supérieur à 1 milliard d'euros. Et puis on a ramené les prétentions sous la pression britannique et quelque part caché derrière la pression britannique une pression allemande à 973 milliards d'euros. Et puis maintenant on parle de 960 milliards d'euros. Alors la question derrière ces chiffres qui ne signifient rien a priori, c'est que évidemment sur une enveloppe de plus en plus réduite, quelle peut être une politique régionale, agricole et pour le reste. Des miettes, c'est ça? Exactement. C'est-à-dire, en fin de compte, on se met d'accord pour réduire le budget parce qu'il y a moins d'argent, parce que les populations nationales la popularité de l'Europe baisse dans les populations nationales, donc elles ne veulent pas payer, du moins ne veulent pas plus payer pour l'Europe, et l'Europe n'a pas les moyens pour développer sa politique, puisqu'elle n'a pas les moyens financiers. Donc on est dans une situation qui est un petit peu qu'on pourrait qualifier effectivement de blocage. Il y a moins d'argent, et comme il y a moins d'argent, il faut rogner sur des budgets, et donc les pays s'opposent, notamment ceux qui profitent de tel ou tel budget. Mais Bruno Diff, peut-être pour sauver les apparences, il y aura un compromis à minima, au moins pour une enveloppe correcte peut-être. Il faut qu'il y ait un compromis, parce que il y a déjà eu un sommet au mois de décembre qui n'a pas débouché, fin novembre, et puis à nouveau un en décembre. Alors je sais peut-être pas sur le budget celui-là, mais enfin ça fait déjà un moment que les choses traînent, donc il va falloir tôt ou tard qu'il y ait un compromis. Mais ce qui est très intéressant, ce sont les divergences d'appréciation, grosso modo, entre les 3 grands pays européens, la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne. La Grande-Bretagne qui veut réduire le budget européen et qui veut évidemment surtout réduire sa participation au budget européen. C'est toujours la même histoire depuis Margaret Thatcher. Et là, on vit finalement le premier acte d'une partie qui va nous mener jusqu'au référendum, s'il a lieu, annoncé par David Cameron sur l'appartenance des Britanniques à l'Union européenne. Il y a l'Allemagne qui elle aussi n'est pas très allante pour augmenter le budget européen, toujours parce que il faut réduire les dépenses, mais donc elle était plus proche de la position britannique, mais là Angela Merkel, comme toujours, a un peu évolué et est revenue vers la position française. Et la France, François Hollande l'a assez clairement rappelé hier, elle ne veut pas d'une diminution du budget européen. Elle plaide même plutôt pour un accroissement du budget européen et des politiques communes. On se demande pourquoi les Français et puis les Européens sont sceptiques par rapport à l'Europe. Tout ça porte sur des sommes infinies. Jean-Louis l'a très bien rappelé, sur des sommes, je dirais, infinitésimales, ça chiffre évidemment en millions, mais c'est 1% des budgets nationaux, quoi. 1% du PIB, PIB européen. Alors justement, ce que vous dites là est intéressant parce que, en fin de compte, derrière ces comptes d'hypothécaires, il y a des différenciations stratégiques majeures.
Parce qu'en fin de compte, qu'est-ce que c'est que le budget européen? Disons pour les 3/4 du budget, c'est de l'agriculture et c'est la politique d'aide régionale. Et le reste, ce sont des politiques économiques particulières, n'est-ce pas? Erasmus, les interconnexions européennes, etc. Qu'est-ce que disent les Allemands et qu'est-ce que disent les Anglais? Une petite parenthèse, Jean-Louis. Et peut-être il y a une ligne de crédit en plus dans le budget, puisque justement, François Hollande présente l'addition salée de la guerre au Mali. Oui, mais il serait assez logique d'ailleurs. Bien sûr, ça devrait être défalqué en fait. Au moins financière, Jean-Louis, oui. Alors, simplement, cette bataille est très importante parce que effectivement, on est sur des comptes d'apothicaires. Mais les Allemands et les Britanniques disent il faut arrêter que le budget européen soit une machine à redistribuer. Il faut qu'il finance uniquement des choses compétitives, des activités économiques compétitives. Vous voyez bien qu'on est sur un autre esprit que celui qui règne depuis l'existence de l'Europe. L'existence de l'Europe, je prends 1% du PIB de ressources et je les redistribue pour... Et là, c'est pas ça du tout. Et c'est derrière ce décompte d'apothicaires, il y a un débat stratégique majeur sur ce que doit être l'Europe dans l'avenir. Et donc, les négociations seront ardues demain. Oui, comme toujours. Comme toujours, comme quand on parle d'Europe. Alors peut-être comme toujours, on dirait que c'est un sommet crucial. Oui, mais jusqu'au prochain sommet crucial. On n'est pas dans des... Même si c'est important, on n'est pas dans la dramatisation qui a eu lieu, pour sauver l'euro l'année dernière. Avec vous. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été nos invités. Merci Jean-Louis, merci Bruno Duve, merci Hervé Baudry-Hervé. Un instant, on va parler de vos autres activités artistiques, parce que là, vous nous délivrez de très belles choses, mais vous peignez également. Alors, je sais qu'il y a une exposition en cours, racontez-nous. Et oui, alors très vite, il y a une exposition en cours actuellement. C'est le fruit de la rencontre de deux femmes formidables. Stéphanie Morand, la galerie 41 rue de Verneuil, donc dans notre belle capitale, et à la rencontre avec une photographe, Karine Paoli. On a un regard croisé sur New York, donc elle les photos et moi donc des peintures sur plexi, peintures réalisées complètement en négatif, à l'envers, sur des grands supports. Vous nous les apporterez la prochaine fois sur le plateau. On va décorer notre plateau, on en a besoin. Donc voilà, 41 rue de Verneuil. Jusqu'au 2 mars, je crois. C'est retenu, je suis sûre. Merci à vous. Et comme tous les mercredis à présent, la dernière page du 22h avec notre moment cinéma, nous allons nous rendre, vous allez le voir, dans un pays où les salles de ciné sont interdites. Pourtant, une femme a réussi à produire et à réaliser un film, d'ailleurs je vous le conseille, messieurs. Wajda, c'est le nom du premier long-métrage saoudien dans les salles françaises cette semaine. Il a reçu le prix de la critique internationale au dernier festival de Venise. Et Simon Barbary nous le présente, c'est le Ciné Minute du 22h. Regardez. ما قبل الحصة قالت لي البس عباية على الراس واغطي وجهي. طب ايش رايك نزوجك؟ ما يضحك. وغطي وجهك بقول انك اختي. ما احب اصدق. بعدين انا احلى منك مليون مرة عشان اصير اختك. غالي عليك. ابي اشتري سيكل عشان سابق عبد الله. والله يعني ما تدري بنات ما يركبون السياكل. بتصير بشيلتك بشيلتين لما تخسر قدام بنت. C'est une femme, elle est saoudienne et elle a réalisé le premier long métrage de son pays. Dans son film Wajda, la cinéaste Haïfa Al-Mansour nous raconte une histoire simple et puissante, celle d'une petite fille dont le rêve le plus cher est de s'acheter un vélo, mais au royaume wahhabite, conduire une bicyclette comme une voiture est réservé aux hommes. ما احب هالنظرة، وش اللي في راسك؟ أبي أشتري سيكل عشان سابق عبد الله. عمرك شفت بنت راكبة سيكل؟ والله لو ابسط قدام المستشفى اللي جنبنا ان اهون علي من هالمشوار اللي كل يوم اروح له، وانت جاي تقولي لي ابي سيكل. Haïfa Al-Mansour utilise la quête obsessionnelle d'un vélo comme le symbole d'un désir d'émancipation des femmes saoudiennes. Son film est un cri magnifique contre la violence d'une société orthodoxe poussée jusqu'à l'absurde. Mettre un visage sur ces femmes de l'ombre, c'est le pari réussi de Wajda. Voilà, et on arrive à la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle la principale information de cette édition. Énorme émotion populaire et crise politique ce soir après l'assassinat de Chokri Belaïd, une figure de l'opposition tunisienne abattue devant son domicile. Ses partisans pointent directement du doigt le parti Ennahda et son chef Rached Ghannouchi. Situation explosive, contraignant ce soir. Le Premier ministre islamiste Hamadi Djebali a formé un nouveau gouvernement. Merci de nous avoir suivis encore une fois. Belle soirée, à demain, avec plaisir.